Bonjour et bienvenue à cette nouvelle table ronde sur le thème des abus de marché. Et comme vous le savez, 2021 a été l'année des amendes records. Et au-delà d'ailleurs de ces sanctions financières, l'image de marque de certains établissements risque d'être écornée durablement. Et face à un législateur de plus en plus exigeant aujourd'hui, la gestion du risque d'abus de marché est un sujet de plus en plus sensible. Crise sanitaire, conflit en Ukraine, impact des réseaux sociaux, crypto. Finalement, quelle est la bonne stratégie à adopter? Alors, pour répondre à cette question, autour de cette table ronde aujourd'hui, j'ai plusieurs experts en compliance, qui vont partager leur retour d'expérience sur le sujet. Alors, je vais vous les présenter, ces experts. Tout d'abord, je vous présente Anne Faucheux, qui est Head of Market Integrity chez BNP Paribas Asset Management. Bonjour Anne. Bonjour. Sur ma gauche, Elisabeth Fitcher, qui est directrice de la conformité chez Rothschild Martin Morel. Bonjour Elisabeth. En face de moi, Guillaume Louvet, associé chez Elancy. Bonjour Guillaume. Et enfin, je pense que tout le monde le connaît, Alexis Monnier, qui est expert Manmar et CEO de la société Afterdata, qui est une société éditrice d'un logiciel de détection d'abus de marché. Bonjour Fabrice. Et cette table ronde sera animée par Fabrice Marcella, CEO du Village by CA, qui accélère des startups de tout secteur et qui accompagne dynamiquement la transformation des grands groupes. Merci Fabrice. Merci à toi. Allez, on va démarrer par la première question. La première question, je vais la poser à vous, Guillaume. Quel diagnostic faites-vous sur l'état du dispositif abus de marché et de l'application Manmar des établissements bancaires? Eh bien, écoutez, on peut faire deux observations de deux natures différentes. Alors, sur les établissements, Manmar, en fait, est une réglementation qui est aujourd'hui un peu vieillissante, qui a 6-7 ans. Et donc, les dispositifs qui ont été mis en place sont eux-mêmes un peu vieillissants. Les établissements, généralement, ne remettent pas des budgets tous les 3-4 ans pour refaire des projets. Donc, ça peut amener à un peu une distorsion du dispositif. Les outils qui ont été mis en place à l'époque, eux-mêmes peuvent être un peu vieillissants et un peu rigides, avec des fonctionnalités qui ne sont pas nécessairement les plus efficaces aujourd'hui. Et en parallèle, le marché a évolué, les métiers ont un peu évolué, ce qui peut aussi entraîner un peu des dérapages. Donc la somme des deux peut faire des ruptures de charge dans la manière de traiter les alertes ou de suivre les gouttes. Merci Guillaume. Je me tourne vers Anne et Elisabeth. Au sein de vos entreprises, quel impact percevez-vous du contexte de crise sanitaire et puis maintenant de ce conflit ukrainien dans le cadre de vos activités de conformité? Qui veut démarrer? Je vais bien démarrer. Dans le cadre de la surveillance des opérations pour les abus de marché, on va parler uniquement de ce cadre-là, notamment dans le cadre de l'Ukraine, c'est important. Donc les difficultés, comme beaucoup en fait sur d'autres domaines, ont d'abord été humaines, IT et organisationnelles. Humaines, on le sait. Je pense que c'est à peu près. C'est vraiment au niveau de l'IT où on a eu le plus de difficultés, je pense, en termes d'équipement pour les personnes, en termes aussi au début même de bande passante, puisqu'on n'a pas pu en fait tous travailler pendant la journée au départ. Ça a été vraiment important aussi. On a prioriser ces aspects conformité par rapport au trading venait en second plan. Et puis ensuite, avec les volumes qui arrivaient des données de marché, des énormes délais sur les mises à disposition en fait de ces informations. Donc on a vraiment entre guillemets cumulé du retard et cumulé en fait de la difficulté en fait pour s'organiser. Donc il a bien fallu s'adapter. Donc d'un point de vue IT, il y a énormément d'efforts qui ont été faits, d'amélioration. D'un point de vue humain, en termes d'organisation aussi, on a revu certaines fois la façon dont on faisait les contrôles, où on se répartissait les rôles. Ça, c'était important. Et globalement, en fait, si on regarde maintenant, donc la crise, on a mis du temps, on a mis des mois en fait la première crise Covid à s'en remettre. Maintenant, en ce qui concerne l'Ukraine, par rapport à tous ces aspects, on a encore à la marge les problématiques de volume, puisque avec l'énorme volatilité qu'il y a sur les marchés, on a des données importantes qui nous arrivent et donc en fait qui retardent les traitements et
Et le matin, on n'a pas forcément à disposition l'ensemble des alertes pour commencer à les traiter. On va avoir jusqu'à une demi-journée de retard. Donc ça va venir aussi impacter un petit peu nos traitements. Voilà un petit peu sur la différence. Bon, après, maintenant, on a l'impression d'être tout le temps en mode de crise. Ouais. Mais ça, c'est un petit peu partout aussi. C'est un constat que vous partagez, Elisabeth? Alors effectivement, comme chez Anne, la première difficulté, ça a été de s'organiser pour continuer à travailler. Et on a eu de la chance, c'était essentiellement problématique. Voilà, les équipes ont été mises en télétravail immédiatement. Voilà, on n'a pas eu de problème de gens malades, etc. Et on a pu retravailler assez vite. Il se trouve que nos outils, en quelques jours, parfaitement fonctionné à distance. Nous, on n'a pas eu cette difficulté que vous évoquez, de délai dans la réception des informations, etc. Par contre, on a eu des difficultés, je pense comme tous les acteurs, de modification des comportements sur les marchés, qui a un petit peu remis en question en fait la pertinence de nos scénarios. Voilà, parce que ça a généré, je pense, un sujet de gestion des volumes. Puisque vous avez la parole sur ce sujet-là, c'était ma question suivante, effectivement, et donc vous allez la garder, c'est finalement dans ce contexte de crise et de forte volatilité, quel impact sur les volumes et la nature des alertes à traiter? Nous, l'impact a été majeur, en 2020. La question s'est résolue, j'allais dire, à très court terme par l'aide au recrutement, à rajouter des ressources humaines pour traiter ces backlogs, qu'on a essayé de prioriser, voilà, on a essayé de faire des lots, etc., qu'on a réussi à traiter jusqu'à début 2021. Enfin, voilà, c'était très lourd. Malheureusement, comme dit Anne, on est en crise permanente. Hop, rebelote, ça a recommencé en 2021. La spécificité de 2021, c'est qu'il nous a semblé que, autant en 2020, c'était une période courte et dense. On avait travaillé pour revoir nos scénarios, rehausser les seuils, etc. Mais en 2021, avec les nouveaux confinements en fin d'année, la guerre en Ukraine vont passer des meilleurs. La volatilité a été très forte, mais sur une plus longue période. Et du coup, là, on est reparti encore, malgré la revue de nos seuils et de tous nos systèmes d'alerte, avec un fort backlog. Voilà, donc voilà, sans dévoiler les secrets de notre éditeur, aujourd'hui, on a des travaux importants avec lui pour revoir nos facteurs de déclenchement et pour intégrer en amont mieux les risques de volatilité. La pertinence des alertes a été remise en cause ou a été réadaptée? Voilà, réadaptée. On n'a pas... certains, tous les ans, de toute façon, on revoit la pertinence du seuil, enfin, j'allais dire de toutes nos alertes. Et là, on a travaillé spécifiquement avec notre éditeur sur la volatilité. Et on espère que 2022 sera l'année de la prise en compte efficace de la volatilité, puisque, comme vous dites, c'est un petit peu sur le long terme maintenant. Anne Faucheux, vous voulez peut-être réagir, et puis dans le contexte qui est le vôtre, comment l'avez-vous géré? Alors les volumes aussi qui se sont cumulés. En fait, quand on parle de backlog, c'est les backlogs en fait d'alertes à traiter, ouais. puisqu'en fait on est avec des outils qui génèrent des alertes, et sur lesquels il faut bien analyser est-ce qu'il y a potentiellement en fait un abus de marché derrière chacune. Et puis après en fait c'est lié au contexte de chaque établissement. Ce qui s'est passé de notre côté, c'est qu'en plus, on avait changé de système de front office l'année d'avant. Et donc, c'est comme tout, en fait, ce genre d'outils, ce genre de process, c'est des data. Et le problème, en fait, souvent, c'est non seulement la maîtrise de ce qu'on arrive bien à rentrer dedans, mais c'est aussi la connaissance et l'interprétation et les spécificités, en fait. Certaines, des fois, c'est un peu rentré au chausse-pied, comme on dit, certaines opérations. Et donc, on fasse bien l'analyse. Et c'est là où, en fait, on a une obligation non seulement
de revue des scénarios, mais aussi en fait d'amélioration, de meilleure maîtrise et d'adaptation en fait de l'outil par rapport à ça. Donc, ce qui s'est passé, comme un petit peu ce qu'a raconté Elisabeth tout à l'heure, c'est qu'on a été obligé en fait de traiter de mettre dans des lots, d'une certaine façon, le type d'alerte, le type de la route cause, pardon, je suis désolée, c'est pas très français, la raison en fait du problème pour bien les traiter, essayer de les traiter en même temps. Au lieu de traiter des alertes au fil de l'eau, on se retrouvait en fait plus à traiter par type de l'eau. Mais ça a été un petit peu douloureux en fait et suivi un temps de suivi un petit peu long. Avez-vous mis en place des mesures additionnelles et le cas échéant, quelles sont ces mesures? Oui, vous avez la parole, allez-y. Donc, en fait, on a rajouté une surveillance accrue, faisant partie d'un grand groupe, en fait, ce qui était important, c'est qu'au niveau du groupe, on arrive à avoir une vision de tous ces backlogs et du temps en fait de traitement et du type de scénario aussi, de probabilité. Est-ce qu'on n'était plus sur des problématiques d'insider dealing et c'est d'ailleurs ces scénarios-là qui ont énormément tilté entre guillemets avec les volatilités. Donc on est sur une surveillance accrue, des KPI du coup, qui sont plus standardisés et du coup qu'on a gardé et remis en place la même structure pour suivre, pour continuer à suivre même dans le cadre de la crise de l'Ukraine et avec encore une fois en fait une obligation en fait de fine tuning et d'amélioration continue et on le fait avec les outils qu'on a avec le contexte qu'on a, mais c'est vraiment là en fait une vraie prise en compte, une prise de conscience. On est vraiment dans un processus d'amélioration continue et de connaissance et de maîtrise au maximum de nos données. Comment ça s'est traduit chez Rothschild, Martin Morel, Elisabeth? Un peu comme chez vous. Je dirais qu'en fait, ça a été l'occasion de mûrir sur ces dispositifs qui ne sont pas forcément au centre de la vigilance, on va dire de la visibilité de nos dirigeants. Souvent, les dispositifs de lutte contre le blanchiment qui génèrent des systèmes d'alerte sont, on va dire, numéro 1 sur la liste de l'attention parce que y a des historiques de sanctions. Hein. Et puis, il y a des historiques justement de backlog, etc. Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir que le dispositif abus de marché rejoignait un petit peu cela. C'est intéressant, ça met en valeur les équipes aussi qui traitent ces choses-là. Et comme chez Anne, on est en train de... peut-être un calendrier de retard par mois, vous écoutez, mais on met en place des KPI aussi pour arriver à mieux voir et à détecter plus vite les problèmes, notamment les backlogs, les délais de traitement, les choses comme ça. Donc voilà, les mesures additionnelles qu'on a mises, c'était d'abord ces KPI et la reprise. Merci Elisabeth. Alors Guillaume Louvet, je rappelle, vous êtes associé chez Elancy. Et alors, quel est le rôle d'un cabinet de conseil expert sur la mise en conformité réglementaire? Écoutez, il y a deux leviers principaux d'apport de plus-value d'un conseil. La première, c'est l'apport méthodologique sur soit la mise en œuvre, soit en cas de revue de réglementation. Le deuxième, c'est la capacité à apporter une vision de marché, notamment sur ces métiers conformité qui en fait ne sont pas des métiers concurrentiels. C'est assez facile de partager les best practices. Donc en apport méthodologique, nous on a l'habitude d'étudier les réglementations et de les séquencer pour en faire émerger les impacts métiers, les impacts IT, de manière un peu toute chose égale par ailleurs. Et après, avec nos clients, on est capable d'adapter un peu cette matrice d'impact, parce que dans le cadre d'Anne, qui est asset manager, ou Elisabeth, qui est en banque privée,
il n'y a pas tout à fait les mêmes, il n'y a pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes tailles d'établissement, il n'y a pas le même legacy en termes informatiques. Et donc tout ça, on peut vraiment accompagner pour faire du tailor-made sur des réglementations qui sont, elles, entre guillemets, universelles. Et effectivement, après, dans le cadre, par exemple, de Madmar, qui est un peu vieillissant, comme je le disais, on a la capacité de faire des diagnostics flash parce qu'on l'a déjà fait. Et donc, on a identifié les écueils opérationnels ou les stratégies gagnantes qui ont pu être mises par des établissements pour en faire partager le bénéfice à l'ensemble de nos clients prospects. Alors, je me tourne vers vous, Alexis Monnier. Je rappelle que vous êtes expert Madmar et CEO d'Afterdata. Du point de vue d'un éditeur de logiciels, quelle évolution constatez-vous dans les attentes de vos clients? On regarde des événements qui ont été très bien décrits auparavant. On a deux attentes principales. On va chercher de l'efficience, et de l'efficience, on s'est habitué sur ces domaines Madmar pendant des années à avoir des outils qui globalement généraient 50 fausses alertes pour une alerte positive, mais comme il n'y avait pas trop d'alertes, on s'en acclimatait. Le problème, c'est que la volatilité est telle aujourd'hui que ces ratios sont plus tenables. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il existe des technologies. On parle de micro-segmentation des scénarios, on parle de machine learning, qui permettent d'avoir des outils sur lesquels on a la garantie d'avoir moins de 10%, voire 5% de fausses alertes. Ça veut dire que 90% des alertes générées, traitées par les analystes, correspondent à une alerte légitime. Une alerte légitime, ce n'est pas forcément une déclaration de soupçon, mais c'est une alerte sur laquelle on se dit « je suis en effet dans une situation de risque qui fait que seule l'analyse humaine, le choix humain, va justifier du choix qu'on fait sur déclaration de soupçon ou classement, mais je considère que cette alerte est justifiée. » Et on arrive aujourd'hui avec ces technologies à diminuer drastiquement le nombre de faux positifs. C'est pas par hasard que l'AMF est le premier utilisateur de ce type de technologie, notamment le machine learning. Donc on arrive à optimiser vraiment l'activité des services. Le deuxième sujet, c'est la souplesse. Sur les outils traditionnels, pour modifier un scénario, il faut faire des spécifications, transmettre ça à l'informatique, changer du code, on va les tester, et quand on les teste, on est toujours un petit peu inquiet parce qu'on a fait un test sur une vingtaine, une trentaine de transactions, on pense que ça marche. Aujourd'hui, des outils modernes permettent à l'équipe conformité d'être autonome déjà sur le test des modifications des seuils. Ça veut dire que je change différents seuils, je lance un test, et je ne vais pas faire de l'échantillonnage. Je vais tester ce nouveau seuil sur 4 mois ou 6 mois de transactions. Et du coup, quand je fais un changement, je le fais en ayant la certitude que ça produit bien les effets souhaités sur la modification du seuil. Et par ailleurs, je vais pouvoir fournir au régulateur en cas de contrôle à la fois une justification qualitative de l'objectif recherché dans le changement de seuil, mais également une justification quantitative en disant ce nouveau paramètre, je l'ai testé sur 6 mois et je constate que je ne suis pas passé à côté d'alertes importantes qui auraient pu donner lieu à déclaration de soupçon. Et donc, tout ça est la mise en œuvre de technologies modernes, mais dont l'objectif est bien à la fois de la souplesse pour le métier et de l'efficience sur le cœur d'un outil de détection d'abus de marché, c'est-à-dire trouver le maximum d'abus de marché en limitant très fortement les fausses alertes. Ce que je comprends, Alexis, c'est que vous raccourcissez finalement les délais de mise en place de nouveaux types de seuils. Peut-être qu'avant, il fallait les décrire et les donner à une informatique qui devait les paramétrer. Enfin, là, c'est vraiment le métier, ce que je comprends, c'est le métier qui automatiquement, au fil de l'eau, peut tester les nouvelles règles. Alors, on réduit le délai, déjà parce qu'on n'a pas besoin de demander des ressources informatiques. Ouais. On va réfléchir à la modification, on va la valider, c'est quelque chose de sérieux la modification d'un scénario, donc on va la valider éventuellement dans des instances de conformité, mais on va rester conformité, on n'a pas besoin de développeur pour ça, et c'est pas le développeur qui valide d'un point de vue métier la pertinence d'un changement de seuil. Donc ça fait gagner du temps, mais surtout, on crée la possibilité de le faire plus souvent. C'est-à-dire que quand pour changer le moindre scénario, on se dit qu'il va falloir solliciter l'informatique, faire des spécifications, faire des tests sur lesquels je vais tester une fois un scénario, et comme ils ont déjà mis 4 semaines à le mettre en place, même si je veux le changer un petit peu, je ne suis pas sûr que je vais le faire parce que ça fait 4 semaines que j'attends le nouveau scénario. Là, ce qu'on peut, c'est tester librement quand on teste, pas à la production, on fait des tests. On peut tester 5 changements, 10 changements à la volée sans demander rien à personne. Et après, sur la mise en production, on va parler
Ça ne va pas se faire immédiatement, mais pas pour des questions techniques. Parce qu'en effet, dans une organisation, le fait de changer un scénario, ça se justifie, ça se documente et ça se valide, mais ça, c'est de l'organisation interne. Mais on a gommé l'aspect technique des délais de mise en œuvre et de la sollicitation à des services, notamment informatiques, qui souvent sont noyés dans plein de priorités sur lesquelles il n'est pas forcément évident de faire remonter son dossier tout en haut de la pile. Merci Alexis. Allez, je reviens vers vous, Anne et Elisabeth. Donc, BNP Paribas Asset Management est spécialisé dans la gestion d'actifs, tandis que Rothschild est plus orienté sur la gestion de patrimoine. Donc, jugez-vous que vos expositions respectives aux risques d'abus de marché sont identiques? Je ne pense pas. Pas du tout. Je ne pense pas. Tu es barré, Anne? Oui, si on parle un petit peu pour de BNP Paribas Asset BNP Management. Paribas Asset Management. En fait, ce qui est important, en fait, c'est qu'il fasse partie d'un grand groupe. Tout ce qui est activité d'asset management sont vraiment, en fait, séparées des autres activités en termes de locaux, en termes de communication. Donc, on évite déjà un certain nombre de risques, notamment on se retrouve naturellement du côté public de l'information. C'est la première chose, notamment après, en termes d'organisation aussi. Il y a une table de passage d'ordre qui est complètement indépendante de tout ce qui est investissement des gérants. Si ce n'est pas encore 100%, mais c'est quelque chose qui est en place. Les gérants, en fait, quand ils prennent des décisions d'investissement, ça passe en général par des décisions via des comités. C'est quand même assez restreint. De plus, il y a toutes les contraintes réglementaires sur l'usine, l'IFM, où en fait, on ne peut pas investir. Il y a des poids pour chacun des types d'actifs. Plus après, il y a tout ce qui est lié au prospectus qui sont aussi énormément contrôlés. Donc, il y a quand même tout un contexte, en fait, où on ne fait pas n'importe quoi sur les marchés. Voilà, étant public side, étant du côté aussi, passe par des brokers, donc en fait, on ne fait pas des prix. Donc, en fait, en termes de risque, il y a quand même une chose, des risques qui sont quand même plus faibles que dans d'autres types d'activités. Alors, Elisabeth, donc chez Rothschild Martin Morel. Effectivement, comme vous, on a un dispositif organisationnel, je ne vais pas l'écrire, qui est très proche. Comme disait Guillaume, banque privée, c'est essentiellement, on a aussi un asset manager, mais c'est essentiellement dans le cadre de la gestion de patrimoine de nos clients qu'on intervient sur les marchés. Simplement, on est quand même aussi un leader mondial de la banque qui met soit 1, soit 2, je ne sais pas très bien compris, voilà, dans le métier notamment des fusions-acquisitions. On est aussi une banque de plus petite taille, pas répartie partout entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud de Paris. Bref, on est tous dans les mêmes locaux. Donc je dirais que la gestion du délit d'initié, c'est quelque chose de plus important. Quand on a la chance d'avoir l'AMF qui vient nous rendre visite, c'est bien. On les a très très souvent en fait à cause de notre activité. C'est normal. Sur ce marché, voilà. Et la première chose qu'ils viennent regarder, c'est ça. Ils viennent regarder quand ils promènent dans les locaux, regarder les poubelles, enfin voilà. Ils sont très attentifs à cette chose. Donc voilà, la première chose qu'on gère, c'est la perméabilité, enfin le fait que la barrière à l'information est bien perméable entre la banque d'affaires et les métiers de gestion d'actifs. Par ailleurs, compte tenu de la typologie de notre clientèle, qui est une clientèle haut de gamme, nous avons des clients qui sont proches de sociétés cotées, des dirigeants de sociétés cotées. Donc on a aussi une vigilance accrue pour les clients qui ne seraient pas en gestion sous mandat, qui n'est pas notre cœur de métier non plus. Notre cœur de métier, c'est la gestion sous mandat. Et on confie ses actifs. C'est nous qui choisissons les investissements. Oui. On n'est pas à Boursorama ou je ne sais pas quoi, où les gens ne passent pas des ordres. Enfin, voilà, on n'est pas équipé pour ça. Voilà. Mais pour ce type de client qui serait ce qu'on appelle en RTO, en passage d'ordre, on a une vigilance particulière pour vérifier les mouvements qu'ils font sur les titres sur lesquels ils sont identifiés
approche. Voilà. Donc nous, j'allais dire, notre cœur de business, c'est la gestion du délit d'initié. C'est la même chose, il me semble. Merci Elisabeth. Guillaume, ma prochaine question est pour vous. Je rappelle donc vous êtes associé chez L&C. Du point de vue de la stratégie de gestion des risques, quels conseils vous pourriez donner à ces établissements financiers? Écoutez, il y a trois niveaux d'intervention pour bien maîtriser ces risques. Il y a au niveau de la cartographie des risques de manière très naturelle. Il y a au niveau de l'étude des sanctions qui sont prononcées pour bien les comprendre. Et puis, il y a ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, cette vision transverse de place pour savoir ce qui se passe. Donc, sur la carte des risques, on voit bien, Elisabeth vient de le montrer, que d'un point de vue organisationnel, ça peut avoir un impact très important sur effectivement le niveau de risque de l'abus de marché. Et donc, même s'il y a des établissements aujourd'hui une revue un peu annuelle des risques, il faut vraiment prendre très au sérieux cette revue parce que, encore une fois, avec les évolutions des marchés et des usages, les nouvelles technologies, notamment les smartphones, etc., ça implique d'être vraiment très très vigilant et d'apporter un effort adéquat au regard des expositions des établissements. Les sanctions, évidemment, viennent un peu par-dessus cette analyse pour bien comprendre pourquoi les autres se sont fait sanctionner, quelles étaient les failles dans le dispositif et est-ce que vous-même, en tant qu'établissement, vous êtes serein par rapport à cette faille qui a pu être mise en évidence. Et après, il y a la vision de place. Et là, effectivement, encore une fois, comme je le disais, c'est pas des métiers concurrentiels. Il y a un intérêt très important à discuter avec ses pairs. Et il y a plusieurs possibilités de le faire, soit en participant à des organismes de place, soit en participant à des clubs que peuvent mettre en place les cabinets de conseil. On a déjà pas sur la conformité, sur le RGPD, etc. Pour avoir des échanges à huis clos et pour que les gens puissent se rassurer, un peu s'épancher sur leurs problèmes et se rassurer sur le fait que certains ont trouvé des solutions, peuvent les partager. C'est très important. Puis il y a la troisième possibilité, c'est des échanges directs entre directeurs de la conformité ou entre experts pour se dire voilà, il y a l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe pour nous. Donc il y a vraiment un peu ces trois éléments qui pris ensemble peuvent amener à une meilleure gestion des risques. Alexis, je me tourne vers vous. Donc, je rappelle, vous êtes expert Nadmar et CEO d'Afterdata. Quelle est la position du régulateur sur les réseaux sociaux et ce type de veille existe-t-il dans les solutions de marché actuellement? Alors, aujourd'hui, on voit deux risques associés aux réseaux sociaux. Il y a d'une part l'éventuelle diffusion d'informations privilégiées et après il y a la manipulation de cours. La manipulation de cours, c'est quoi? C'est je vais faire courir un bruit rarement totalement faux, mais en tout cas, je vais prendre une déclaration financière amputée d'une partie, sortie de son contexte, qui va tout d'un coup créer un emballement sur des forums financiers, sur Twitter, et qui va avoir un impact sur la valorisation de valeur. On l'a beaucoup vu sur des biotech, sur des medtech, sur lequel le passage, les résultats d'essai par exemple, est absolument clé sur la valorisation et le moindre doute sur le résultat éventuel de passage de niveau 2 au niveau 3 par exemple peut faire dévisser un cours de façon absolument phénoménale. Et aujourd'hui, clairement, on n'a pas d'attente ferme exprimée clairement par le régulateur sur la façon dont on doit intégrer l'information des réseaux sociaux dans les scénarios. Pour autant, ce qui est à peu près acquis, c'est le fait que c'est une information publique, disponible, et donc dont on ne peut faire fi dans l'analyse des alertes de conformité. Et pour répondre à votre question d'un point de vue outil, ça veut dire qu'en fait, vous avez deux solutions sur les alertes. Soit, à chaque fois que vous avez une alerte qui peut être associée à un événement sur un réseau social, vous allez aller sur Boursorama, Amazon, Bourse Twitter, et ainsi de suite, pour regarder un à un. Soit vous avez un outil qui prend en charge le fait de scroller ces réseaux sociaux et de vous dire, oui, il y a tout d'un coup une augmentation de messages sur un réseau social autour de ces instruments financiers, et donc il y a matière à creuser. Mais aujourd'hui, la position est une position transitoire. Ça évoluera sûrement à l'avenir,
Mais aujourd'hui, la position, c'est de dire, à minima, l'information est publique, vous ne pouvez pas l'ignorer parce qu'elle est disponible pour vous. Merci Alexis. Alors, Fabrice, vous êtes CEO du Village ByXA à Paris. Petite question pour vous. Nous avons autour de la table des intervenants variés. On a des grands groupes, un cabinet de conseil, une fintech. Quel est le rôle du Village ByXA sur ce type de collaboration d'acteurs finalement très hétérogènes? Le village, il est là pour réussir le pari de faire travailler ensemble des grands groupes et des startups. Peut-être, vous le constatez au quotidien, souvent les startups se construisent un peu en opposition aux grands groupes, en cherchant finalement à prendre une place sur le secteur sur lequel peuvent être leaders certains grands groupes. Et en même temps, ces mêmes startups ont besoin de ces grands groupes pour pouvoir se développer, avoir du chiffre d'affaires, avoir du financement. Et en face, on a des grands groupes qui ont bien conscience de la posture de ces startups et qui pour autant acceptent l'idée de travailler avec ces startups. Pourquoi? À la recherche d'une nouvelle agilité, de l'open innovation, enfin en tout cas d'inspiration. Et donc le job, c'est de faire en sorte ici que ces deux mondes qui s'attirent et s'opposent certaines fois réussissent le pari à travailler ensemble sur différents types de synergies. Ça peut être effectivement de la réponse à des problématiques du moment, ou ça peut être de l'investissement dans ce type de start-up, ça peut être de l'acquisition également. Enfin voilà, il y a différents types de collaboration possibles. Ça, c'est le job du village. Donc, on est très B2B. Donc, on accompagne à la fois des startups dans leur croissance et des grands groupes qui cherchent finalement également à se transformer vers le futur de leur industrie. Alors, on va, après ce petit intermède de publicité sur le village, merci Alexis, une question que je vais prendre peut-être. J'ai plusieurs questions qui arrivent là sur la table ronde depuis la vidéo. Donc la première de ces questions s'adresse à vous deux. Il s'agit en tout cas d'une question de savoir comment suivez-vous aujourd'hui les principaux KPI de vos traitements, backlog, temps d'analyse, et y arrivez-vous d'ailleurs à les suivre? Qui veut prendre cette question? Vous pouvez toutes les deux bien sûr à y répondre. Anne, Elisabeth? J'ai l'impression que vous êtes plus mature que nous. J'ai eu l'impression aussi. Anne, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, comme ça va être mignon après. Ça s'appelle un revers. C'était gentiment pour dire si vous voulez. Voilà, donc, effectivement, on les suit tout simplement à l'occasion de nos reporting à la direction. Ouais. Trimestriellement, on remonte données chiffrées sur nos backlogs et sur les degrés d'avancement. Voilà. On ne va pas dire que j'ai 50 KPI, pas du tout. Et c'est un des progrès qu'on a à faire là pour l'année dernière. On va être justement plus précis. Voilà. Donc, un peu light, c'est plus intéressant chez les deux. Non, après, le minimum de KPI qu'on doit avoir, en fait, c'est plutôt en fait sur l'âge de l'alerte. Donc c'est important en fait qu'on puisse savoir en fait combien d'alertes. Déjà, on le fait plutôt en mode hebdomadaire. Combien d'alertes ont été créées pendant la semaine, combien d'alertes on a réussi à clôturer. Et après, on suit ça aussi par rapport à la volatilité du marché, puisqu'il faut quand même voir un petit peu s'il y a un petit peu de corrélation. Si je double le nombre d'alertes par rapport à la semaine précédente, c'est intéressant de comprendre si c'est un problème interne, ça peut arriver. Informatique, ça arrive. J'ose pas trop, le moins souvent possible. Ou si c'est vraiment lié à la volatilité, donc il faut qu'on puisse en fait expliquer ces volumes. Et puis surtout après en termes d'âge, est-ce qu'ils ont été bien traités? Est-ce qu'on a, si on estime que dans les 15 jours ou dans les 3 semaines, cette alerte doit être clôturée et où elle est, par quel type d'équipe en fait c'est géré. Puis après surtout les plus anciennes. Enfin, une alerte qui n'a pas été traitée au bout d'un mois, ça doit maintenant ne plus exister. Ce qui n'était plus le cas pendant la crise, d'où en fait ces histoires de backlog qui étaient suivies de façon précise. Et puis on fait aussi des KPI par type de scénario, puisqu'en fait on a des KPI, enfin suivant les scénarios, il y a plus ou moins de difficultés à analyser en fait la raison. Enfin, si c'est du wash, en fait, entre deux, ça doit être analysé plus rapidement et plus facilement, entre guillemets, que quand on est sur de l'insider, où il faut qu'on aille regarder les news, s'assurer en fait qu'il y avait bien une bonne décision d'investissement, des choses comme ça qui soient derrière. Ça ne demande pas tout à fait les mêmes travaux. Donc
C'est pour ça qu'on le fait, donc par type de scénario et par âge en fait, du bateau. J'espère que ça répond à la question. Alors, je lis également là une deuxième question qui vous est posée, c'est comment justifier auprès du régulateur une transaction qui n'est pas sortie en alerte? Oh, ça c'est dur. Ça, c'est pointu. Hein. Moi, je dirais que c'est lié à l'analyse qu'on a faite en amont de la pertinence de nos scénarios. Je ne crois pas, enfin, ça s'appelle l'approche par les risques. C'est pour tous les domaines de la conformité. La conformité n'a pas pour prétention, je crois, de dire qu'on va tout voir et que tout sera parfait, pas du tout. On a une approche par les risques qu'on justifie au vu de notre activité, notre organisation, nos volumes, etc., qui est validée formellement dans des instances, etc., qui est documentée. Et voilà, et le jour où on se rend compte que c'est passé à côté d'une alerte, très bien, on s'assied autour d'une table et on revoit nos scénarios. Enfin, j'avoue, ça dort assez bien sur ce coup. En fait, il faut toujours apprendre en fait, de ce type d'événement. Ça peut arriver, quelque chose qui s'aperçoit qu'il y a une alerte, il faut le justifier. Est-ce que c'est une problématique de données? Est-ce que c'est une problématique de seuil? Est-ce que c'est une problématique de scénario qui n'est pas adapté? Ça, c'est important. Une autre question également nous est posée, elle s'adresse à vous, Alexis. Il s'agit notamment de savoir comment fonctionne le suivi des réseaux sociaux. Hein. Alors, je vais y répondre. Mais avant, la question d'avant m'intéressait aussi d'un point de vue outil. En fait, dans les solutions, vous avez deux possibilités. Soit vous avez des outils qui ne vous informent que des alertes, soit vous avez des outils un petit peu plus larges, de publicité comme le nôtre, sur lequel on réalise des analyses. On analyse toutes les transactions. Et du coup, on a des informations sur toutes les analyses. Et ça veut dire que l'outil, il va expliquer très précisément pourquoi il a déclenché une alerte sur un front-running news, sur une transaction. Mais il va expliquer avec la même précision pourquoi est-ce que sur telle autre analyse, il n'y a pas déclenché d'alerte. Alors concrètement, les analystes n'ouvrent jamais ces non-alertes, mais elles sont disponibles, elles sont en stock. Et si à un moment on vous dit, sur telle transaction, pourquoi est-ce que vous n'avez pas réalisé d'analyse? Vous n'avez pas réalisé d'analyse parce qu'il n'y a pas eu d'alerte. Pourquoi il n'y a pas eu d'alerte? Pas de souci, je vais l'ouvrir et je vais vous dire pourquoi, en fonction des données disponibles, de l'ordre de l'exécution, de la concentration, pourquoi est-ce qu'en effet, ça ne répondait pas à des critères d'alerte et pourquoi est-ce qu'il était légitime de ne pas répondre. Donc, c'est une façon très mathématique, chirurgicale de répondre à la question, mais quand on a une demande très précise sur une transaction, c'est pratique en fait de pouvoir ressortir l'analyse qui en a été faite par la solution. C'était pas une façon d'éluder la question. Non, mais c'est important d'apporter cet éclairage complémentaire. Oui, alors sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, vous avez certaines informations qui sont des informations privées. Vous adressez à quelqu'un et c'est deux personnes qui sont entrées en relation. Ces informations-là, nous, on ne les verra jamais parce que c'est privé et naturellement, on ne peut pas porter atteinte aux droits des personnes. Par contre, sur beaucoup de forums, sur Twitter, des forums, vous avez une partie qui est publique. Cette partie publique, pour le coup, est accessible à tout le monde. Et du coup, les outils informatiques ont capacité et ont le droit d'analyser ces informations et de définir des choses qui finalement sont techniquement pas extrêmement compliquées, mais sur lesquelles on va être capable de dire ce poste a une connotation plutôt positive, moyennement positive, très positive, et puis à l'inverse, légèrement négative, moyennement négative, très négative. Et du coup, on arrive automatiquement, assez facilement, à voir que tel jour, on a eu 400 postes à connotation très négative contre 10 postes à connotation positive. Donc sur ce forum, on a dit beaucoup de mal de tel titre à ce moment-là, et je vais pouvoir confronter ça éventuellement avec le carnet d'ordre de mon client, avec des acquisitions et des sessions du client, pour regarder si j'ai quelque chose sur lequel je me dis que ça va compléter ma déclaration de soupçon. C'est rarement le seul fait générateur d'une déclaration de soupçon, mais ça va donner des éléments de contexte que le régulateur apprécie énormément en disant on voit qu'il y a eu une présence, un comportement un petit peu anormal d'un investisseur. Je considère qu'il y a matière à faire une déclaration et en plus je vois que c'était corrélé avec une activité un petit peu étonnante sur les réseaux sociaux. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va automatiquement pouvoir dire à quel moment est-ce qu'on dit du bien ou du mal et dans quelle proportion d'un instrument financier. Merci Alexis. Donc on s'approche de la fin de cette table ronde. Je m'étais noté une
question d'ouverture en termes de conclusion à cette table ronde qui s'adresse à tous quasiment. Hein. C'est donc les crypto-monnaies qui représentent aujourd'hui encore un certain très faible volume de transactions, mais pour autant suscitent un engouement qui pousse beaucoup de particuliers à réaliser des opérations. Et d'un point de vue couverture des risques, selon vous, hein, quelle est votre vision de ce nouveau vecteur d'investissement? Est-ce que vos établissements respectifs traitent de ce type d'opération? Est-ce que vous allez devoir vous réorganiser pour pouvoir le faire? Qui veut démarrer? Je laisse la parole au monde bancaire. Allez, Anne. J'aurais bien aimé réagir aussi sur la précédente Ah ben alors, vous réagissez, allez-y, réagissez, puis après vous répondez à ma question. Comme ça. Allez-y. Non, c'était plus une question en fait, parce que quand on parle en fait que cet outil peut travailler avec les informations des réseaux sociaux, ça veut dire que tous vos clients actuels en fait, à aujourd'hui, par défaut, quand ils prennent votre solution, ils ont ça en clé en main. Oui. Oui, sur des réseaux classiques, sur Bourse, Boursorama, Twitter. Et après, on a certains clients qui sont sur des marchés non européens, sur des marchés assez particuliers, sur lesquels il y a d'autres réseaux sociaux, puisque l'information ne va pas être au même endroit. Et du coup, on a la possibilité d'aller sourcer de l'information sur des réseaux sociaux spécifiques. On ne va pas être à disposition de tout le monde, parce que ça n'aurait pas de sens pour la majorité des clients, mais on va pouvoir aller regarder un forum particulier en Australie, parce qu'on a un client qui traite sur les titres en Australie, et du coup, qui va nous dire, moi, c'est sympa, mais c'est pas là que ça se passe, c'est pas sur Twitter. Par contre, j'ai un autre endroit sur lequel mon régulateur local souhaite que j'ai une oreille ouverte, et donc, si techniquement c'est possible, mais ça l'est quasiment systématiquement, parce qu'on parle toujours de forums publics dans le monde financier, puisque l'idée, c'est de partager de l'information. Donc, le message est public, et à partir de là, on va pouvoir l'intégrer. Allez, ma question sur les cryptos. On en est tous à peu près au même point. C'est un sujet à la fois très, très nouveau et dont on sent qu'il aura forcément des répercussions et des impacts. D'un point de vue outil, nous, c'est un petit peu comme vous tous, on en est au début. Nous, on a un client chez qui on a 2 scénarios opérationnels, mais un seul client. On rêverait d'en avoir plus, mais c'est une activité qui est au balbutiement. Donc, on a 2 scénarios basiques, mais qui marchent bien chez un client, et on est prêt à les mettre en œuvre et puis à les développer avec nos autres clients. Mais à un moment, quand vous êtes éditeur de logiciels, vous ne pouvez pas faire des choses en chambre sans que ça soit testé dans la réalité, même si on fait des simulations. L'épreuve du feu et la vraie vie, c'est le scénario est utilisé par des clients au début, et puis on a des phases un petit peu plus avancées de test avec les premiers clients. Et donc aujourd'hui, on a ces 2 scénarios qui fonctionnent bien. On maîtrise à peu près les contours technologiques de ce qu'il faudra faire, et c'est en effet très différent d'ordre traditionnel. Mais la suite, c'est qu'on a besoin de clients qui interviennent sur ces marchés pour mettre en œuvre et éprouver les scénarios de façon beaucoup plus large. Donc aujourd'hui, on est aux prémices, mais avec déjà une petite brique qui fonctionne bien. Merci Alexis, c'était donc le mot de la fin. On arrive à la fin de cette table ronde passionnante. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura passionné. J'en profite pour remercier Anne Faucheux. Donc, je rappelle, vous êtes Head of Market Integrity chez BNP Paribas Asset Management. Je remercie également Elisabeth Fitcher, qui est directrice de la conformité chez Rothschild Martin Morel. Guillaume Louvet, merci également à vous. Vous êtes associé chez INC et puis le grand organisateur de cette table ronde, Alexis Monnier, expert MAD, pardon, il fallait que je la fasse, et CEO After Data, qui est une solution de détection d'abus de marché. Et merci beaucoup à Fabrice Marcella, CEO du Village by CA. Merci beaucoup pour l'animation et l'accueil dans ces locaux de cette table ronde. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous.